c'est une belle réussite quand on sait qu'effectivement, en même temps, il y a les universités du MEDEF. Et puis, surtout, la date est un peu... Voilà, on est encore dans les vacances. Et puis, surtout, quand on voit vos occupations, vos obligations par ailleurs, cela démontre de l'intérêt manifeste pour tous, pour les sujets de société qui nous environnent et les réponses technologiques et métiers qui seront traités lors de ces 2 jours. Tout d'abord, je souhaite remercier notre hôte, l'École de management de Lyon, pour leur accueil. Le fait que ces universités d'été se déroulent ici est le résultat d'une volonté commune, soit de créer une passerelle dynamique entre le monde professionnel et le monde universitaire, autour des sujets Smart Building et Smart City, et plus généralement d'accompagner la transformation de notre société sous l'impact du numérique et la modification des usages en découlant. À l'heure de cette transition majeure que nous vivons, cette perméabilité entre ces 2 mondes s'avère primordiale. Au-delà de souligner le fait que nous tous ici, dans nos univers respectifs, nous commençons à sentir les prémices de cette mutation, nous obligeant à repenser les modèles acquis depuis des décennies, il est clair que l'enseignement est aujourd'hui concerné au premier plan. Je me référais à ce titre à une discussion que j'ai eue avec le directeur général de l'EM Lyon, Bernard Beltante, qui estimait que cette rupture de modèle dans le temps, elle l'estime non pas en décennies, mais à 3000 ans, date de l'invention de l'écriture. En effet, depuis l'enseignement s'est fait plus ou moins de la même manière, avec un professeur dans une salle, des élèves. Or, aujourd'hui, c'est un professeur qui s'exprime, des élèves dans une salle, mais également partout dans le monde, isolés ou en groupe, et qui échangent et qui écoutent. Le support de cours pouvant être interactif, pouvant s'enrichir au gré des échanges et des apports ou contributions de chacun. C'est une mutation fondamentale qui illustre très bien la mutation que nous vivons et que je résumerai par une phrase. C'est de la fin du dogme de l'écrit. Je vous invite à ce propos à participer demain au tour de table sur la blockchain, qui illustre très bien ce propos. Je pense que cette phrase illustre à elle seule la révolution que nous vivons, avec un impact aussi bien économique, politique, législatif, sociologique, et voire plus. Et que nous percevrons concrètement d'ici 10 ans. Date d'arrivée dans la vie active des générations nées après 2000. Au-delà de ces considérations philosophiques, je souhaiterais attirer votre attention sur 3 événements de l'été qui m'ont marqué. Tout d'abord, je citerai le fait que, ça y est, nous avons entamé notre capital terre. C'est-à-dire que les ressources consommées par notre activité n'ont plus le temps de se reconstituer. Et cela s'accélère. La récente médiatisation universelle autour de ce constat nous a tous fait prendre conscience de l'enjeu et de la fragilité de notre condition humaine sur Terre. Il est désormais impératif de mettre en place les mesures collectives qui permettront d'inverser cette tendance, sachant que le temps nous est compté. Nous ne pouvons plus vivre à 7 milliards d'habitants, bientôt 7, 10, comme il y a 100 ans à 2 milliards. C'est juste impossible. Je citerai également, à titre de fait marquant, les méga-alliances dans l'industrie automobile, avec des annonces
à coût de dizaines de milliards d'euros pour se repositionner respectivement sur le véhicule électrique ou le véhicule autonome. L'alliance Fiat Chrysler Intel BMW, l'alliance Bosch Daimler Benz BMW, et encore récemment le projet Terra E, qui est une alliance de 17 entreprises allemandes pour rivaliser Tesla et mettre à jour en 2030, 2028 exactement, une usine de batteries lithium-ion pour une capacité de 35 gigawatts-heure. Je soulignerai, ceci illustre bien que tout s'emballe et tout s'accélère. Bien entendu, cet emballement n'est pas étranger avec l'annonce précédente sur le contexte terre. Je soulignerai surtout le fait que de nombreux politiques, aujourd'hui, ont désormais établi que d'ici 3 ans, la plupart des citoyens auront une information en temps réel sur leur smartphone ou ailleurs, sur leur environnement et les conséquences de celui-ci sur leur état et sur leur santé via le big data. Cela concerne notamment la pollution de l'air. Je vous invite au cours de ces 2 jours à rencontrer des sociétés qui justement ont des solutions sur le traitement de la qualité de l'air et l'annonce des informations. C'est important. Aujourd'hui, on voit la nécessité pour tous, et notamment pour ces politiques, de se prémunir d'une attaque en justice d'un collectif de citoyens. La santé devenant de fait un élément majeur d'accélération de la transition que nous vivons actuellement. Enfin, je citerai le rapprochement entre Bouygues Immobilier, via sa filiale Nextdoor, et Accor, en écho à la tendance de fond qui se déroule dans l'industrie automobile, qui évolue rapidement autour des services, autour de la mobilité, voire au-delà, avec notamment des services autour du Smart Grid, et voire même Smart Home ou d'autres. L'industrie immobilière évolue rapidement vers une économie de services et se doit désormais de proposer des services autour des espaces pluriels, multi-usages. C'est un changement radical. Cette tendance s'accélérant sous la pression de 3 facteurs, parmi d'autres la santé et le bien-être, la maîtrise de l'énergie et l'optimisation des espaces. Ces 3 annonces démontrent bien que la mutation de notre société sous l'impact du numérique s'accélère et ne laissera que peu de temps aux acteurs actuels pour s'adapter. Je citerai juste John Chambers, CEO de Cisco, qui annonce que toute entreprise n'ayant pas revu son modèle à 3 ans sera condamnée à 5 ans. Et que d'ici 10 ans, 40% des entreprises actuelles n'existeront plus. La question étant, disrupter ou être disrupté, la vision plutôt que la faculté à analyser des tableaux de bord devenant la qualité essentielle pour tout manager. Par ailleurs, si la transition numérique est une rupture technologique, avec le passage d'une ère analogique, limitée, à une ère numérique, illimitée, grâce à l'intelligence artificielle, à la mise en réseau des intelligences artificielles et des intelligences humaines, elle représente un énorme défi pour notre société, replaçant l'homme au centre du processus de décision. En effet, parce qu'il est en réseau, parce qu'il est informé en temps réel, à la fois sur son environnement et les conséquences de celui-ci sur ses actes, et leurs conséquences avec prédictibilité et traçabilité, nous passons de l'homme citoyen, spectateur et consommateur que nous sommes, plutôt passifs, car ayant peu de moyens d'agir, à l'homme citoyen acteur, consommateur et producteur et responsable. Nous pouvons clairement imaginer qu'à cet égard, des systèmes demain de mise en place de bonus-malus
viennent encourager ce dernier dans sa conduite d'éco-citoyen responsable. C'est une évolution majeure qui va impacter profondément le fonctionnement de notre société, avec une conséquence sur ses modes de gouvernance. Sans apparaître utopique, nous devrions passer de fait d'un monde jusqu'alors plus régi par les égoïsmes, les intérêts individuels, à un monde plus animé par le bien commun et les intérêts collectifs. Bien entendu, tout cela ne peut se passer sans conditions et prérequis. Il faut d'abord que nous, utilisateurs, ayons confiance. Cela passe par la sécurité des données, à la fois pour leur confidentialité, afin d'éviter que quelque acteur en prenne le contrôle pour imposer sa gouvernance, et leur accès à une sécurisation à tout niveau. Avec une sécurisation à tout niveau. Quand je dis à tout niveau, c'est du composant à l'objet connecté, à l'infrastructure de communication et aux applications logicielles. C'est clé et c'est une des missions que s'est assignée la SBA avec son cadre de référence Ready to Service, aussi bien pour les bâtiments que pour les territoires, et qui deviendra à la fin de l'année un label. Par ailleurs, à partir du moment où nous passons à une économie de services, dite servicielle, la valeur d'un produit étant relative aux données générées par celui-ci, et donc aux services en découlant, je pense que le design va devenir un élément clé de cette transition. Et c'est un message à tous les industriels ici présents. J'entends par là à la fois le design esthétique, le design ergonomique et le design fonctionnel. Et ceci s'applique aussi bien aux composants, aux objets connectés, aux bâtiments, à leur environnement et bien entendu aux applications. Je finirai ce discours par certains enjeux à court terme, avec des conséquences potentielles fortes pour notre économie. En effet, comme je l'ai évoqué, l'industrie automobile est en train de vivre une révolution majeure, avec vraisemblablement la disparition progressive du véhicule thermique au profit d'une mobilité plus propre. Et à court terme, sans doute, la disparition du diesel. Les effets d'échelle ne pouvant qu'accélérer cette transition. Je répète, les effets d'échelle ne pouvant qu'accélérer cette transition, puisque l'industrie automobile fonctionne sur des flux tendus, avec des marges très serrées. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir une progression lente, mais rapide. Cela sous-entend à terme une dévalorisation du parc automobile actuel, avec une conséquence à la fois pour le particulier, les entreprises et les industriels. Eh bien, il en est vraisemblablement de même pour l'immobilier, mais à une échelle bien supérieure. Je citerai juste deux exemples. Le siège de Deloitte Europe, The Edge à Amsterdam, qui a été conçu il y a 2 ans et qui est passé de 100 000 m² à 40 000 m² pour le même nombre de personnes. Pourquoi? Parce qu'il était smart. Et grâce à ça, on est passé à 40 000 m². D'où une dévalorisation potentielle de 60% de tous les bâtiments environnants. De même, ICAD a déménagé son siège cet été et a réduit de 40% la superficie de ses nouveaux locaux en optant pour des solutions d'optimisation des espaces combinées à un encouragement au télétravail. Ce type d'exemple est en train de se généraliser, avec notamment l'essor du coworking, et touchera tout type de bâtiment qui devra répondre aux nouveaux usages, entre guillemets, smart. Cela sous-entend une dévalorisation potentielle que j'estime à près de 30% du parc immobilier à horizon 5 à 10 ans, et je dirais plus 5 que 10, qui n'aura pas, pour tout bâtiment qui n'aura pas engagé sa mutation smart, sans parler des conditions des bâtiments, enfin des bâtiments qui seront non rénovables
pour des raisons de construction ou d'environnement. Comme je vous l'ai dit, il y aura une prise de conscience de l'environnement de tout individu. Et un bâtiment qui est dans une zone polluée où l'air est pollué, eh bien, on ne pourra plus y vivre. De fait, quand on sait que l'immobilier est une partie importante du bas de bilan des banques et assurances, et que celles-ci sont également fortement impactées à la fois par les changements de modèle économique et la faiblesse des taux, il est impératif que ces acteurs comprennent l'enjeu que représente le smart building et la smart city et s'y investissent massivement sous risque d'un krach financier général. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite de bonnes universités et j'espère que demain, vous pourrez tous dire « Nous avons marqué l'histoire du smart building et de la smart city ». Je tiens à remercier désormais les co-organisateurs, tout particulièrement Dominique Briquet qui m'a accompagné dans ce projet depuis 1 an, et toute l'équipe, Camille Matinal, Thomas Pignol, Alain Kergoat et Christian Rosier de Urban Practice. Bien sûr, les sponsors Platinium, l'Alliance et l'Océan, la SBA, la Fédération Française de Domotique et tous les autres sponsors et partenaires de ce salon. Je vous invite à visiter les ateliers, visiter les stands. Il y a plus de 80 stands pour approfondir un petit peu tout ce qu'on aura vu pendant ces 2 jours. Je vous invite, à partir de midi, à aller dans la cafétéria et à consulter mon devoir de vacances, un manifeste que j'ai écrit pendant les vacances, qui est un peu, reflète d'une manière un peu humoristique ma vision de l'impact du numérique sur notre société, avec un focus sur le bâtiment et la ville, et des propositions de voies pour accompagner durablement cette mutation. Merci. Mais ce n'est qu'un commencement, et maintenant j'invite Jean-Pierre Cornu pour nous parler de la révolution anthropologique.